Bonjour à tous, bienvenue sur Res Publica Universalis. Aujourd'hui on va parler de L'étrange défaite, un livre écrit par Marc Bloch en 1940. L'étrange défaite, c'est celle des armées alliées et notamment de l'armée française au cours de la campagne éclair de mai-juin 1940. C'est ça que Marc Bloch nous raconte et essaie de nous expliquer pourquoi cette étrange défaite. Donc aujourd'hui on parle de ça. L'armée française en 1940 est considérée comme une des plus prestigieuses, professionnelles et efficaces du monde, probablement la meilleure armée du monde à ce moment-là, auréolée de son prestige durant la guerre 14-18. Alors justement, ce qui va intéresser Marcel Bloch, c'est de savoir pourquoi cette organisation, qui est censée être une des meilleures du monde, se fait exploser en l'espace d'un mois par une armée qui a juste été ressuscitée en quelques années par un Hitler qui a plutôt en plus mal préparé son coup et qui a juste gagné au bluff sur plein de trucs. Marc Bloch, c'est un historien qui a notamment fondé l'école des Annales, spécialisée en histoire médiévale. C'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans le milieu universitaire français, mais c'est aussi, et surtout, à ce moment-là, un soldat. Un soldat qui a fait la guerre de 14-18 en tant que sergent, donc dans un régiment d'infanterie en première ligne, et qui l'a fini en tant que capitaine. Il a été cité 4 fois à l'ordre de son régiment, il a reçu la Croix de guerre et la Légion d'honneur pour bravoure, en raison de ses actes en tant que soldat. Au moment où il écrit ça, il vient d'être démobilisé, ou plus exactement il s'est démobilisé de l'armée d'armistice du régime de Vichy, puisqu'il a fait la campagne 39-40 en tant que capitaine, donc il a gardé le même grade qu'en 14-18, parce qu'il a refusé de faire l'école de guerre, durant la période d'entre-deux-guerres, et de monter en grade dans l'armée. Il a préféré privilégier sa carrière universitaire, et puis il avait, disons, une certaine prévention vis-à-vis de l'école de guerre. Donc il a fait la campagne 39-40 en tant que capitaine, où il a servi dans des unités de mobilisation, puis dans l'état-major de la première armée française, au service des essences. Donc il était relativement bien placé, et un bon témoin pour voir comment à la fois fonctionnait le commandement, mais aussi comment fonctionnaient les choses au rang subalterne. Et il a fait la campagne à un des endroits où il y a eu le plus de combats et où il a été le plus actif, à savoir d'abord en Belgique, puis ensuite dans le nord de la France, à Lille, et enfin à Dunkerque, où il a été évacué vers l'Angleterre, où il fait partie des soldats français qui ont réussi à s'échapper. Il est revenu par bateau ensuite à Cherbourg, où la première armée devait être remise en état pour être renvoyée au front, mais on n'a jamais eu le temps de le faire, puisque les Allemands sont arrivés avant même qu'elle ait même pu commencer ce processus. C'est donc directement durant l'été qui suit la campagne de 40 qu'il va rédiger L'étrange défaite, analysant d'une part le fonctionnement de l'armée française, mais aussi les raisons sociales et politiques qui expliquent la défaite. Au moment où il commence à rédiger cet ouvrage, c'est le moment où tous les militaires compromis dans cet échec, ainsi que le régime de Vichy, commencent à accuser un peu à tort et à travers. Donc on accuse de la défaite les francs-maçons, les communistes, l'impiété du peuple français, Charles de Gaulle, les Anglais, les Belges, les Suisses, les Américains, le génie d'Hitler, hein, on l'a tous vu dans ma vidéo sur Hitler, Hitler est un génie, bref, tout un tas de causes externes, et notamment des accusations qui pèsent de manière interne sur la République. Donc la République sociale notamment serait responsable du laisser-aller, du fait que le peuple soit devenu décadent, etc. Et donc il y a toute cette mise en accusation à ce moment-là qui est faite contre le peuple français et qui va persister aussi d'une certaine manière dans l'après-guerre, malgré le lessivage des anciens collaborateurs. Ce qui est donc intéressant avec Marcel Bloch, c'est que justement, lui, il va analyser les causes vraiment internes, c'est-à-dire à la fois l'organisation du haut commandement français, son fonctionnement idéologique, son fonctionnement en tant qu'organisation humaine qu'institution, mais aussi toutes les questions de société qui ont pu éventuellement mener au fait que la mobilisation dans la guerre n'ait pas été efficace, la préparation et la motivation pour la guerre n'ait pas été satisfaisante pour organiser ce conflit, notamment au regard de la menace fasciste et nazie. Ce qu'il montre notamment, c'est que l'armée française de 14-18 s'est transformée dans l'entre-deux-guerres en une immense machine bureaucratique
où tout fonctionne de manière extrêmement administrative, tatillonne, et où chaque service s'est cloisonné, où il y a des guerres de chapelle, où on a enseigné à ses membres à cultiver le culte du secret, le culte de la hiérarchie, du conformisme, et en gros, d'une certaine manière, on dirait de la médiocrité. Donc la médiocrité ici, je l'entends plutôt dans le sens où il faut que tout soit moyen, c'est-à-dire que les plus mauvais et les meilleurs sont éliminés, et il faut se conformer à un modèle prévu à l'avance, etc. Et donc c'est aussi pour ça que dans la campagne de 1940, l'armée française n'aurait pas été efficace, c'est parce que, notamment, on lui avait appris à suivre des plans bien préparés à l'avance, tout devait être prévu trois échelons en avance, et donc notamment la capacité d'initiative où l'intelligence, le dynamisme ne sont pas des qualités qui ont été mis en avant. Or, c'était sûrement des qualités qui avaient beaucoup servi l'armée de 14-18, après 4 ans de guerre, où vous aviez des soldats non professionnels qui avaient fini par apprendre des erreurs des premières années de l'armée d'active. On voit qu'il y a eu les mêmes erreurs commises finalement en 14-18, mais à l'époque, notamment, on avait pu s'adapter, parce que le rythme de la guerre était plus lent. Ce qu'explique notamment Marcel Bloch, c'est que la temporalité, entre-temps, a beaucoup changé, notamment du fait de la mécanisation de la guerre, mais aussi de par les technologies de transmission et de circulation de l'information, notamment la radio, qui permet aux armées de se coordonner beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Or, dans l'armée française, on est encore souvent très dépendant d'anciennes structures, notamment de courriers délivrés à la main, voire de l'infrastructure du téléphone, qui est évidemment rapidement mis hors de combat dès que les Allemands attaquent. Qu'étaient nos chefs de 1940 ? Des généraux qui avaient fait la dernière guerre, comme chefs de bataillon ou colonels. Leurs adjoints, des commandants de compagnie en 1918. Tous ils restaient dominés par leurs souvenirs de la campagne de la veille. Ces glorieuses expériences, ils ne les avaient pas seulement ressassées par la parole ou l'écrit, elles adhéraient à leur conscience avec toute la ténacité d'images de jeunesse. Elles avaient l'éclat des choses vues, dont les résonances vibraient au plus intime de la mémoire affective. C'étaient pour eux les inoubliables évocations du danger, personnellement bravé, du camarade tué, de la rage devant un ordre mal donné, de l'enivrement au spectacle de l'ennemi en fuite. Fermant les yeux, ils revoyaient les corps de leurs hommes moissonnés par les mitrailleuses, dans les barbelés. Mal préparés par l'enseignement qu'ils avaient reçu à comprendre d'instinct l'irrésistible loi du changement, quelle rare malléabilité d'intelligence ne leur aurait-il pas fallu pour se dépêtrer des liens du déjà vu et du déjà fait. C'est juste et sans concession, et c'est toujours pertinent aujourd'hui quand vous analysez une structure humaine, une organisation. Vous faites de la science des organisations. Si c'était écrit aujourd'hui, donc ça serait déjà brillant, mais là c'est écrit durant l'été 1940. Donc c'est visionnaire en termes de grille d'analyse, en termes d'outils pour réfléchir à ces structures-là et aux causes internes d'une machine aussi complexe, une manière d'analyser les causes sans se mettre des œillères, qui permet vraiment de comprendre le mécanisme de la défaite et de pourquoi ça a failli. Donc vraiment faire un bilan d'organisation humaine. Outre l'analyse du système institutionnel de l'armée, Marc Bloch critique bien sûr aussi la société française. Parce que l'armée n'est pas une institution qui opère complètement en vase clos, elle baigne dans une société donnée, elle reflète un certain nombre de valeurs et aussi de problèmes qui s'opposent à cette société. Et notamment, il va s'attaquer à la fois à la droite bourgeoise, je dirais, et à la gauche, en reprochant à l'une d'être défaitiste, et d'avoir manqué de considération pour le reste du pays, et ne pas avoir voulu défendre le régime républicain, et à la gauche, il va reprocher son pacifisme, son internationalisme, et ses hésitations, ses choix stratégiques en fait. C'est-à-dire, au moment où la menace fasciste devient précise, et la menace nazie deviennent vraiment concrètes, et Hitler s'est lancé dans des campagnes d'annexion, que ce soit avec l'Anschluss,
l'annexion de la Tchécoslovaquie, puis l'attaque contre la Pologne, l'heure n'est pas à négocier le temps de travail à l'usine, ou à être sur des revendications, certes, qui sont légitimes dans le cadre de la lutte des classes. Marcel Bloch rappelle que la lutte des classes est légitime, mais il explique que quand vous avez une menace fasciste devant les yeux, l'important c'est la mobilisation, c'est l'unité et c'est le combat contre elle. C'est la priorité, il n'y a pas à tergiverser ou à faire comme Staline a fait, un pacte germano-soviétique qui lui accorde une petite trêve, mais qui lui du coup libère les mains à Hitler pour attaquer l'Ouest, ou les positions ambiguës du Parti communiste en 1939. Il ne faut pas sous-estimer jamais la menace fasciste, c'est une faute historique de la gauche d'avoir dit, ou même de Marx dans ses analyses au XIXe siècle, de dire l'ancien monde, celui de la féodalité, celui de la croyance religieuse, celui de la superstition est mort. C'était une erreur historique d'analyse, très liée aux conditions de l'époque. Peut-être qu'il ne faut pas le percevoir avec les outils dont il disposait, mais en tout cas, la menace telle qu'elle s'incarne dans les totalitarismes européens de l'époque ne pouvait pas être sous-estimée. Et c'est là l'erreur de la bourgeoisie, d'une part, qui se montrait méprisante du peuple qu'elle devait gouverner, et d'autre part, des mouvements de gauche qui, notamment en France, auraient pu jouer un rôle très important dans la mobilisation contre les régimes totalitaires. Une grande partie de nos classes dirigeantes, celles qui nous fournissaient nos chefs d'industrie, nos principaux administrateurs, la plupart de nos officiers sont partis en guerre toutes pleines de cette hantise. Ils recevaient les ordres d'un système politique qui leur semblait corrompu jusqu'au moelle, ils défendaient un pays qu'ils jugeaient d'avance incapable de résister, les soldats qu'ils commandaient étaient issus d'un peuple à leur gré dégénéré. Quelle que soit la nature du gouvernement, le pays souffre si les instruments du pouvoir sont hostiles à l'esprit même des institutions publiques. Une démocratie tombe en faiblesse pour le plus grand mal des intérêts communs si ses hauts fonctionnaires, formés à la mépriser, issus de classes même dont elle a prétendu abolir l'Empire, ne la servent qu'à contre-cœur. La société française issue de la guerre de 14-18 est extrêmement marquée par le pacifisme. Elle ne désire pas la guerre. Et ça, Marcel Bloch en fait une bonne analyse. Il dit effectivement que la France a tout fait pour éviter la guerre. Or, le problème, justement, c'est que le rôle des dirigeants français et ceux qui pouvaient influer sur le cours des événements était justement de ne pas se laisser porter par ce cours des événements et par cette fatalité. Justement, le travail d'un dirigeant et d'un politicien à ce moment-là, c'est de mobiliser la société contre ses propres penchants, en tout cas, contre les penchants idéologiques majoritaires. Il aurait fallu que tous ceux qui puissent agir agissent dans le sens de la mobilisation et de la préparation de la société. La conséquence de ce conformisme et de cette apathie à la fois par les élites de gauche ou de droite, c'est les accords de Munich en 1938 qui permettent l'annexion de la Tchécoslovaquie et l'abandon d'un certain nombre d'alliés à l'est de la France, mais aussi la ligne Maginot, donc l'idée d'une politique militaire purement défensive dans l'attente d'une hypothétique mobilisation d'autres alliés qui viendraient nous aider. Bref, compter plus sur les forces extérieures, en faisant de nombreuses concessions à l'adversaire, une mauvaise préparation, s'enfermer dans une ligne de conduite qui est devenue irréaliste au regard de la menace. Une menace qui est pourtant extrêmement claire et extrêmement perceptible, dont le projet est très bien exposé, que ce soit dans Mein Kampf, ou dans les intentions militaires de l'aristocratie allemande, qui sert notamment dans l'armée et qui souhaite absolument venger la défaite de 14-18. Enfin, il analyse comment la gauche s'est coupée des questions militaires et des questions de défense, faisant là une erreur historique. Ne tenant qu'un discours pacifiste et antimilitariste, elle a complètement abandonné nombre de cadres de l'armée à des discours traditionnalistes et régressifs et anti-républicains. Or, ces partis pris, ceux de la bourgeoisie, les états-majors ne les partageaient que trop bien.
Hommes de devoir dans leur presque totalité et patriotes fervents, ils étaient les soldats de la France. Mais que savaient-ils des réalités sociales ? L'école, la caste, la tradition avaient bâti autour d'eux un mur d'ignorance et d'erreur. Leurs idées étaient simples. À gauche, on était antimilitariste, on y pensait mal. On ne respectait pas l'autorité qui fait la force des armées. Les hommes auxquels revenait l'honneur de représenter ce qu'il y avait chez nous de tendance d'esprit authentiquement libérale, désintéressée et humainement progressiste, ont commis une de leurs plus lourdes fautes en s'abstenant de tout effort pour se faire mieux comprendre d'un groupe de professionnels. Combien de fois, voyant mes camarades boire comme petit lait aux sources de haine et de bêtises que continuaient à dispenser durant la guerre même de sordides hebdomadaires, ne suis-je pas dit « Quel dommage que de si braves gens soient si mal renseignés, quelle honte surtout que personne, jamais, n'ait véritablement cherché à les éclairer. » L'étrange défaite n'est donc pas si étrange que cela quand on en analyse la causalité. Au-delà de son constat, c'est surtout un appel à l'action civique, et en particulier à la jeunesse. Nous avions une langue, une plume, un cerveau. Adeptes des sciences de l'homme ou savants de laboratoire, peut-être fûmes-nous aussi détournés de l'action individuelle par une sorte de fatalisme. Habitués à considérer dans la société comme dans la nature le jeu des forces massives, devant ces lames de fond, d'une irrésistibilité presque cosmique, que pouvaient les pauvres gestes d'un naufragé ? C'était mal interpréter l'histoire. Parmi tous les traits qui caractérisent nos civilisations, elle n'en connaît pas de plus significatif qu'un immense progrès dans la prise de conscience de la collectivité. Or, de quoi est faite cette conscience collective, sinon d'une multitude de consciences individuelles qui influent les unes sur les autres ? Se former une idée claire des besoins sociaux et s'efforcer de la répandre, c'est introduire un grain de levain nouveau dans la mentalité commune. C'est se donner une chance de la modifier un peu et d'incliner le cours des événements. La preuve en parole et en acte qu'il n'y a pas de fatalité. D'ailleurs, après 1940, Marcel Bloch s'engage immédiatement dans la résistance et continue la lutte contre l'occupant allemand. Lutte pour laquelle il sera fusillé par la Gestapo en 1944. Voilà pour l'étrange défaite, donc les paroles d'un républicain progressiste en 1940, en pleine débâcle, en pleine défaite, au moment où tout semble perdu, et qui vous dit, même dans la défaite, la lutte continue. Donc des paroles qui aujourd'hui peuvent nous inspirer, certes, l'histoire ne se reproduit jamais deux fois de la même façon, c'est Marc Bloch lui-même qui le dit, mais son message, à mon avis, est toujours intéressant aujourd'hui, dans la mesure où il vous dit, même quand tout semble jouer contre vous, même quand vous êtes contre des structures sociales très fortes, même quand la situation paraît désespérée, l'action individuelle peut continuer à faire fleurir une prise de conscience collective. La lutte n'est jamais vaine. Voilà pour ces paroles d'encouragement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me faire des commentaires. J'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude. Je sais pas si j'ai réussi à m'y tenir, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis.